Mes soldats, bonjour à tous. Si vous débarquez sur cette vidéo, c'est que vous avez très probablement, évidemment, cliqué sur le lien pour découvrir ma semaine d'entraînement en exclusivité et en intégralité. C'est un truc que j'ai jamais dévoilé nulle part et on vous l'offre gratuitement pour vous dans cette vidéo. Donc on est parti aujourd'hui, premier jour d'entraînement de la semaine pour le Caps Gym. J'ai acheté cette voiture virtuellement quasiment exclusivement pour pouvoir aller là-bas, puisque vivant dans Paris, la salle étant à Noisy-le-Grand, j'ai à peu près 15 bornes, 20 bornes à faire à chaque fois aller-retour pour pouvoir aller m'entraîner. Mais vous allez voir que la salle est tellement exceptionnelle que j'y consens de bonne grâce. On est parti pour une bonne grosse séance, ma première séance de la semaine étant une séance lower, c'est-à-dire, comment on y va là-bas? Là-bas, hop là, bas du corps. Je m'entraînais avant en full body, vous le savez probablement si vous me suivez depuis un moment, mais j'ai changé ma programmation d'entraînement en des entraînements de lower et des entraînements de upper pour la bonne et simple raison qu'en m'entraînant en full body tous les jours, j'avais un peu trop de fréquence sur les jambes et quand j'ai voulu introduire dans ma programmation une préparation cardio initiant le programme avec du footing, ça devenait carrément redondant avec le fait de faire les jambes tous mes jours à chaque fois que j'étais à la muscu. Donc par conséquent, j'ai splitté mon programme en jours où j'entraîne le haut du corps et jours où j'entraîne le bas du corps. Et aujourd'hui, pour la première séance de la semaine, on est parti pour une séance lower, donc bas du corps, ici au Caps Gym. C'est parti. Bon, donc comme pour tout entraînement de musculation qui se respecte, on commence toujours par une phase d'échauffement ostéo-articulaire et cardiovasculaire. On va commencer par l'entraînement cardiovasculaire. Je fais toujours entre 5 et 10 minutes d'un ergomètre qui va entraîner et stimuler les groupes musculaires qui sont visés par la séance. Ça aussi, c'est simplifié par le fait de faire un upper ou lower. Parce que quand j'entraîne le haut du corps, généralement, je fais ou du rameur ou du vélo à bras, qui est un ergomètre à bras qui est vraiment cool. Et quand je fais le bas du corps, par définition, je fais ou du vélo quand j'ai plutôt un focus quadrique comme aujourd'hui, ou plutôt du rameur ou de l'elliptique quand j'ai plutôt un focus ischio, genre du soulevé terre roumain ou ce genre d'exercice en premier. Aujourd'hui, on va commencer par du squat. J'ai mis mes petites chaussures de squat, donc par conséquent on va commencer par du vélo et entre 5 et 10 minutes en fonction de l'état de forme de la journée, de la température corporelle, de la température extérieure aussi. S'il fait plus chaud et que j'arrive et que je suis déjà en transpiration à la salle, j'ai pas besoin de m'échauffer cardiovasculairement autant pour faire monter ma température corporelle. En ce moment à Paris il fait plutôt froid, donc ça va plutôt être entre 7 et 10 minutes. C'est parti. Donc pour chaque mouvement polyarticulaire lourd par définition, surtout en début de séance, on aime faire généralement en musculation ce qu'on appelle une gamme montante. C'est-à-dire que plutôt que de débarquer et de passer directement de mon échauffement cardiovasculaire à ma barre genre de travail qui va être probablement proche des 100 kg, on va faire une gamme montante. C'est-à-dire qu'on va prendre une charge de plus en plus lourde et effectuer de moins en moins de répétitions sur l'équivalent de 2, 3 ou 4 séries en fonction de son niveau de forme. Donc typiquement là, pour aller travailler avec une barre qui va avoisiner les 100 kg, je vais faire une série à vide après avoir fait un peu de mobilité sur mes articulations, etc., sur mes genoux et sur mes chevilles. Je vais faire ensuite une série à 60 kg, une série à 80 kg et ensuite arriver sur ma barre de travail à 100 kg. Donc dernière série de la gamme montante, je vais faire simplement une répétition à mon poids de travail qui est 100 kg aujourd'hui en fonction de ma programmation. Simplement pour activer le système neuromusculaire et dire à mon corps, ok, c'est à cette charge-là qu'on va travailler, c'est à ce gainage et à cette intensité qu'il faut qu'on se prépare. Et ensuite, je prends genre 1 minute 30, 2 minutes de repos et j'enquille sur mes séries de travail. Excuse-moi? Non? Putain! Seigneur.
Ok, donc fin de sèche. Et en plus, avec le programme de running que je me mets, comme vous allez le voir sans doute, 3 fois ou 4 fois par semaine, le squat est l'exercice qui prend le plus cher de toute ma programmation, évidemment, parce qu'il y a une surcharge des quadris et que l'adaptation des membres inférieurs doit se faire à la fois sur de la force et de l'hypertrophie comme ici au squat et sur mes autres exos de musculation dans ma prog, et en plus en endurance sur les séances de footing. Donc évidemment, je fais pas le footing en même temps que mes séances de squat pour respecter le principe de l'effet d'interférence et le minimiser au maximum. Je fais mes séances de footing le plus possible à distance de mes séances de bas du corps. C'est aussi pour ça que j'ai changé ma programmation d'un full body à un upper lower. Mais mine de rien, avec le volume que j'ai quand même de sollicitations sur les jambes et sur le cardio, il y a un léger effet d'interférence et au moins d'adaptation et de récupération qui se fait. Et j'ai du mal à continuer à progresser comme avant de façon optimale au squat. Il y a 3 ans, en 2018, j'avais une perf max qui était à 112 x 10 et là on est à 100 kg x 7. Donc ça revient progressivement. J'ai moins de douleur au genou qu'avant. Vous l'avez vu, je squatte avec des knee sleeves, donc des espèces de petites genouillères en néoprène qui sont vraiment bien pour garder l'articulation au chaud et augmenter la proprioception. Ça sert pas davantage, ça fournit un peu de gainage passif et ça permet de savoir où sont ces articulations dans l'espace pour soigner sa technique. 3 séries de ça en fonction de ma prog et ensuite on enchaîne sur la suite des exercices. On part sur le deuxième exercice de la séance qui est un calf jump, pas des extensions pour les mollets avec une phase concentrique et excentrique réalisée de la même façon, mais un calf jump, donc un saut pour les mollets que vous avez déjà vu dans une vidéo que j'ai faite avec Meno. Si vous l'avez jamais vu, elle est sur ma chaîne YouTube, elle s'appelle entraînement evidence-based à grosse intensité avec Meno Henselman ou un truc comme ça que j'ai fait au Mexique, et je vous démontre et je vous explique la logique inhérente à l'exercice du calf jump, qui est un exercice utilisé pour surcharger la phase excentrique sur le mouvement des extensions mollets. La même chose avec les fois. Par contre, tu vois, le truc, c'est que là, tu as gardé son poids. Ok, d'accord. C'est vrai que par contre, le problème, c'est de descendre des pieds. Je pense qu'en fait, c'est peut-être mieux pour décolle-toi. On va le laisser à faire. Ok, ça comme ceinture. Voilà, donc c'est ça. C'est parti. La seule galère de cette machine qui est exceptionnelle pour faire des calf jumps, vous l'avez vu, c'est que le plateau pour reposer la balle du pied, il est légèrement arrondi. Et du coup, si vous n'avez pas des semelles exactement faites pour ça, ça glisse légèrement. Là, les chaussures de squat, elles ont une semelle qui est très dense, très dure, très uniforme, ce qui est parfait pour l'impulsion au squat. Mais là, j'ai tendance à glisser un peu par rapport à des semelles genre chaussures type crossfit ou multi-activité qui accrochent bien. C'est un peu relou, donc du coup je suis obligé de me reset au bout de genre 2-3 reps. Sinon mes pieds glissent tellement que j'ai plus assez d'amplitude parce que mon talon touche le sol. Je suis obligé de me réavancer sur la plateforme pour pouvoir bénéficier de toute l'amplitude et de toute l'extension de cheville. Mais à part ça, c'est une machine vraiment très cool. Ok, alors on va faire une chose. En plus, t'as élastique. Ah non, arrête. Ah là là. Voilà. Là-bas. Très bien. 3. Ça bien. Garde en conversion. 5. C'est ça. 7. 8. Alors, serre. Comme mes pieds glissent, j'ai les pieds qui glissent, donc c'est mes gros orteils qui accrochent dans la plateforme. Et c'est pas ouf, ça me colle des crampes sur la voûte plantaire. La seule machine exceptionnelle que j'ai vue pour les mollets, c'était en Colombie, à Cartagena, qui avait, je crois que c'était une hoist de mémoire, et elle avait en fait une plateforme qui était mobile, on mettait son pied dessus, et en fait après on pouvait faire levier sur la plateforme,
mais le pied était retenu à l'arrière par une sorte d'étrier de support. Ce qui fait qu'en fait, on glissait jamais en arrière et on était toujours parfaitement positionné. Et la contraction était magnifique. Alors que là, ça me met quasiment autant de tension dans la voûte plantaire et dans les gros orteils que dans les mollets. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ok, on va se faire de la presse en unilatérale. Pour éviter de trop solliciter ses petits genoux / vieux genoux, on va utiliser une technique vieille de 1966, inventée par un médecin japonais qui s'appelle Hiroshio Sato, qui s'appelle la technique du Katsu, ou entraînement en occlusion vasculaire. Vous avez peut-être déjà vu, qui consiste à appliquer une occlusion vasculaire à l'aide d'une bande, élastique ou pas, autour d'un membre sur lequel on veut pratiquer une occlusion, en l'occurrence les jambes, au-dessus de l'articulation qui pose potentiellement problème, en l'occurrence les genoux, et réduire la charge pour faire des séries plus longues et échanger de la tension mécanique contre du stress métabolique, qui est une autre façon dérivée d'obtenir de la tension mécanique, en l'occurrence avec une charge moins importante. Donc je vais mettre très léger, genre 30 ou 40 kg, passer en unilatéral et bosser comme ça avec beaucoup d'attention sur mes articulations et mettre un stress maximum sur mes muscles et un stress minimum sur mes petites articulations, en l'occurrence mes genoux. Ça fait très mal, ça rend extrêmement humble, on a l'impression de se défoncer avec une charge très légère et c'est le principe même de la technique. Pour que la technique marche, il faut aller quasiment à l'échec musculaire. C'est notamment pour ça que c'est pas drôle. Parce qu'aller à l'échec avec des charges légères, ça me casse la gueule. Les jambes vont vomir sur ça. 13. Moi aussi. 7. L'autre caractéristique du Katsu, c'est que les temps de repos doivent être minimaux pour maximiser le stress métabolique. Et donc généralement on enchaîne une jambe puis l'autre, puis la première, puis la seconde et ainsi de suite. Donc ça rend très très humble au niveau du cardio, ça pique fort. Putain. Bon.
Oh, dernière. Sur toute l'amplitude active. Super technique de rééducation, donc de rehab, qui peut être utilisée notamment dans mon cas en ce moment en prehab, c'est-à-dire en prévention des blessures. Parce que savoir bien gérer des blessures de façon optimale et scientifique, c'est savoir les rééduquer quand on est blessé, mais c'est aussi et surtout, pour une pratique de long terme, savoir les prévenir quand on est en bonne santé. Bon, on passe maintenant sur un exercice que j'aime pas normalement quand je le fais en charge libre parce qu'il est très contraignant et difficile à mettre en place. Mais avec cette machine, c'est juste du beurre et un pur kiff. Un booty builder, il n'y a vraiment pas ça dans toutes les salles. Et ici, au Cap Gym, on a cette machine à disposition, ce qui est une des raisons pour lesquelles je m'entraîne ici, parce que pour la chaîne postérieure, c'est magnifique. Vous n'avez pas à trouver un banc, trouver une barre, vous caler sur un sol qui ne glisse pas, vous mettre en place, caler le banc avec des kettlebells, faire une gamme montante, 20 kg, 60, 80, 100, 150, 180, 200, etc. Là, c'est tellement rapide. On s'installe, on met son petit cul ici, ses petits pieds ici, blam blam, clac, on règle sa charge avec le petit modulateur et on peut s'envoyer une gamme montante en 45 secondes, 1 minute et être prêt à envoyer une perf maximale avec une machine qui est micro-réglée au poil de cul, vraiment pour stimuler absolument le tissu musculaire des fessiers. Et c'est exceptionnel. Donc aujourd'hui, on fait du hip-thrust en unilatéral pour la bonne et simple raison que j'ai aussi du bilatéral, mais sur ma deuxième séance de lower. Donc vous le verrez dans 2 ou 3 jours. Et aujourd'hui, c'est unilatéral puisque ça suit un gros effort en termes de force et d'hypertrophie sur le squat. Et que ma prochaine séance commencera par notamment du soulevé terre roumain et du hip-thrust en bilatéral. Vous verrez ça dans la prochaine séance lower. Le seul petit truc que j'ai à déplorer sur cette machine, c'est le fait que le plateau ici, comme vous le voyez, est un peu biseauté en forme de papillon. Donc pour mettre les 2 pieds ici et le faire en bilatéral, c'est génial. Mais pour le faire en unilatéral, étant donné qu'on est obligé d'avoir plutôt le pied au milieu, c'est pas extrêmement confortable, c'est un peu casse-gueule. Donc il y a 2 options, ou alors on fait avec et on essaie de se stabiliser, ou alors on met le pied légèrement à l'extérieur et on vient se caler ici avec le coude en opposition pour avoir une espèce de triangle de sustentation qui est plutôt cool. Mais regardez la facilité d'exécution. On vient, on s'assoit, on branche ici, on attache sa petite ceinture, on règle son poids et c'est parti. Mes kiki. Le seul truc qui manque, je crois, c'est des poignets. Ok, avant-dernier exercice de la séance,
leg curl unilatéral. On a du bilatéral également sur la deuxième séance lower. Donc là, un unilatéral debout sur lequel la contraction et l'étirement sont pas mal. Vous pouvez aussi le faire sur le leg curl allongé en utilisant qu'une seule jambe à la fois. À vous de voir ce que vous préférez en termes de contraction, en termes de respect des structures articulaires. On va faire 3 séries de ça. Ensuite, on va faire 3 séries de leg extension en unilatéral aussi. À savoir que ce que montrent les recherches sur l'UG, c'est que si vous avez un superset ou des séries combinées à faire dans la même séance du leg curl et du leg ext, ou un exercice d'isolation pour les ischios et un exercice d'isolation pour les quadris, il vaut toujours mieux les solliciter dans ce sens-là. Ischio d'abord, donc les muscles qui sont à l'arrière de la cuisse, et quadris ensuite, c'est-à-dire le groupe musculaire qui est à l'avant de la cuisse. D'abord les fléchisseurs, ensuite les extenseurs, parce que l'activation musculaire des fléchisseurs vous rend plus fort, grâce notamment à un mécanisme qui s'appelle l'activation antagoniste sur les extenseurs. Donc ischio d'abord, quadri ensuite, c'est pour ça que le dernier exercice de la séance sera du leg extension. Ok, leg extension. Une petite astuce au leg extension, reculez le siège le plus possible pour pouvoir vous mettre le plus possible en arrière pour étirer le droit fémoral, ce qui vous permettra d'activer davantage le quadriceps et donc potentiellement de prendre plus lourd et de créer plus de stress mécanique. On va le faire en 4 sous également, ce qui ne change rien au setup et à la technique, et on va le faire en unilatéral aussi. Pardon pour les rouleaux.
Ok, Finex. Un truc important, surcharge progressive, vous le savez, probablement, si vous ne le savez pas, maintenant vous allez le savoir. Le but de vos séances de musculation, quoi qu'il arrive, si vous voulez continuer à faire de la masse musculaire et à progresser sur le très long terme, c'est de devenir plus fort sur chaque mouvement à chaque séance. Donc ça peut vouloir dire mettre plus de poids sur la barre ou sur la machine, faire plus de répétitions au même poids ou éventuellement augmenter le volume via notamment l'augmentation du nombre de séries. Profitez bien de ce genre d'outils sur les machines qui sont exceptionnels. Genre, vous pouvez régler le pin ici pour mettre 20, 27,5, 35, 42,5, 50 kg, etc. Et vous avez surtout des micro-réglages sur certaines bonnes machines. Comme ici, c'est le cas au Cap Gym, les machines sont vraiment géniales. Vous pouvez rajouter des petits incréments, genre 0, donc si vous faites 50 kg, 2,5, donc 52,5, 5 kg, ce qui vous fait 55 et ainsi de suite. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un incrément extrêmement progressif de séance en séance, ce qui permet à votre organisme d'assurer les sauts adaptatifs pour vous faire progresser de façon optimale à chaque séance et donc sur le très long terme pour pouvoir vous permettre de faire du muscle de manière optimale et de progresser en force à la vitesse naturelle dont votre organisme est capable. Fin de la première séance, mes soldats, on va boire, manger, rentrer à la maison, une bonne nuit de sommeil et rendez-vous pour la deuxième séance de la semaine. Bon mes soldats, deuxième jour d'entraînement. Aujourd'hui on fait pas de musculation, on fait du cardio, mais on est toujours au Cap Gym pour profiter de leurs bêtes de tapis Life Fitness. Ils sont vraiment bien, micro-réglables, l'amorti est très bien. Tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai une séance de fractionné. Quand je fais du fractionné, je vais pas courir dehors parce que j'ai du fractionné avec des temps de repos et des temps d'effort millimétrés, surtout des vitesses extrêmement précises, et que c'est beaucoup plus contraignant pour moi de courir dehors et d'essayer d'ajuster la vitesse avec mon Apple Watch ou avec une application sur mon téléphone plutôt que de simplement me mettre sur un tapis ici, d'enquiller la vitesse, de mettre mon cerveau sur off et de bombarder. Je sais pas honnêtement comment est-ce que je vais pouvoir survivre à cette séance, sachant qu'il y a 2 semaines j'ai fait, alors la séance est du fractionné court et elle se compose de 5 séries d'intervalles à une vitesse de 15,1 km/h pour moi, et il y a 2 semaines j'ai fait une construction pyramidale en fait, montant en termes de durée et descendant, donc j'ai fait 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, donc 5 séries. Et cette fois, et déjà il y a 2 semaines j'étais mort, genre quand je vous dis mort c'est que je suis sorti, j'étais en nage, j'étais défoncé, j'avais mal partout, j'en pouvais plus. Et là cette semaine c'est pas 3, 4, 5, 4, 3, c'est 5, 5, 5, 5, 5. Donc linéaire et 25 minutes passées à 15,1 à l'heure. Donc je pense que je vais probablement crever. Je vais essayer de vous filmer un bout, probablement pas évidemment les 25 minutes d'effort parce que ça sert à rien, mais au moins une des séries pendant... Putain non, je vais pas vous filmer 5 minutes, ça n'a aucun sens. Bref, j'essaie de vous filmer 2 minutes à intensité à peu près au milieu de la séance, que vous voyez déjà le niveau de défonce dans lequel je suis, de fatigue et surtout l'intensité de l'effort. Je dis pas que tout le monde doit s'entraîner à cette intensité-là, c'est l'intensité qui m'a été prescrite par les mecs du SSE à Reims, le centre sportif innovant que je suis allé visiter et grâce auquel on a fait des analyses sur ma condition et ma capacité physique. Donc ça c'est parce que c'est le niveau que mon niveau me permet en ce moment. Si j'étais bien meilleur, je ferais probablement les mêmes séances avec plus de volume et plus de vitesse et plus d'intensité. Si j'étais moins bon, j'adapterais à la baisse, mais là c'est ce qui correspond à mon niveau optimal. Mais évidemment, pour pouvoir progresser, il faut prendre son niveau et le challenger un petit peu à chaque fois. Donc ça correspond à mon niveau, mais c'est extrêmement difficile. Donc on part pour un échauffement de 25 minutes, entre 9,5 et 12 km/h. Et ensuite, les 5 x 5 minutes de travail entrecoupées d'1 minute 30 de repos. C'est parti. Ok, fin de l'échauffement. Clairement, j'ai pas respecté ma fréquence d'entraînement de la semaine dernière. Donc je pense que je vais subir cette semaine. L'enjeu pour moi c'est de ne pas mourir et d'essayer de tenir quoi qu'il arrive les 5 x 5 minutes. Je pense que ça va être un gros challenge. On va voir. J'essaye de penser par phase. J'essaie pas de me dire j'ai 25 minutes, c'est hors de contrôle et c'est hors de ma portée. J'essaie de penser 5 minutes, 5 minutes. Quand j'arrive à la 3e, au milieu, je me dis ok j'ai fait la moitié. Quand je suis à la fin de la 3e série, je me dis ok il en reste plus que 2, j'ai fait plus de la moitié, maintenant c'est mental. Généralement c'est l'avant-dernière qui est la plus dure. Parce qu'on est déjà vraiment dans le dur et on sait qu'il en reste une après. Et généralement la dernière on peut mettre tout ce qu'on a, balancer toute l'énergie qu'on a à l'intérieur, et la dernière rep je trouve est pas toujours la plus difficile. Généralement c'est l'avant-dernière. Mais avant d'arriver à l'avant-dernière il faut s'entraîner les 3 premières. Et il y a 15 minutes d'effort à 15,1 à l'heure. Pour les curieux, je mets le tapis non pas à 0 mais à 1% d'inclinaison pour compenser le fait que en termes moteur c'est pas moi qui cours et qui essaye d'avaler la route et de propulser mon corps.
même si c'est le cas, mais c'est le tapis qui déroule vers moi et qui m'envoie la vitesse. Donc comme c'est un tout petit peu plus simple que sur une route classique, pour compenser ce petit différentiel, je mets une toute petite inclinaison, comme ça corrige un peu la prétendue et potentielle facilité de l'exercice par rapport à un exercice sur route où il faudrait que j'accélère, où je partirais forcément d'une vitesse 0 et où je devrais donner la cadence moi-même. Alors que là, je règle le tapis sur 15,1 à l'heure, je le laisse bombarder et dès que j'arrive à mon temps d'effort, boum, j'enquille, je saute dessus et je cours mes 5 minutes. Mais ça va être très intéressant, je pense. Super grosse séance, extrêmement intense. Premier échec depuis 8 semaines. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu honte parce que j'aime pas échouer, forcément, personne n'aime échouer. Et surtout parce que je pense que l'échec c'est ma faute. Voilà, je prends une serviette de bain pour vous donner une idée de à quel point je transpire pour respecter un peu les lieux. C'est l'enfer, je vais m'allonger dessus. Je pense que c'est un peu ma faute parce que les 3 séances de course à pied de la semaine dernière, la première, le fractionné, je sais pas pourquoi, j'ai saigné du nez, donc c'est pas de ma faute, mais ça m'a gâché ma séance, j'ai respecté le rythme, etc. Mais je respirais mal, j'étais stressé, etc. Du coup, inconsciemment, sur la deuxième, évidemment, mentalité de compétiteur, j'ai voulu compenser. Et au lieu de faire mes 55 minutes tranquilles, à allure peinard, entre 10 et 12, je me suis mis des petites accélérations. Quand il y avait des vélos qui passaient dans le parc, etc., j'essayais de les tracer. Donc au final, j'ai fait les 55 minutes à genre 170 battements de moyenne, ce qui est trop élevé pour un run peinard de récupération. Et le dernier run, j'étais pas tout seul, je devais faire genre 1h45 ou 1h50 vraiment tranquille peinard pour faire du foncier. Et j'avais des gens sous ma responsabilité, j'ai dû coacher des gens, j'avais un groupe que j'accompagnais, donc j'ai dû aller doucement avec certains, rattraper, accélérer, faire un peu de fartlek genre avec d'autres, faire un petit peu de travail de VMA, etc. Donc au final j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas dormi suffisamment, j'ai voyagé, j'ai pris le train pour descendre jusqu'en Hérault, jusqu'à Montpellier, etc. Donc clairement déficit de récupération, augmentation du stress d'entraînement hors du cadre de mon programme. Et là, comme un Mickey, j'arrive au début de ma nouvelle semaine d'entraînement et j'espère pouvoir performer comme il faut. Et évidemment, c'est pas possible. Et là, la séance était bien au-delà de mes capacités de récupération. Donc j'ai réussi à faire les 2 premières séries de 5 minutes. Et la troisième, j'ai explosé en vol. Alors j'étais bien au niveau des jambes et du cardio, paradoxalement. Et en fait, je pense que c'est une espèce de douleur intestinale qui m'a réveillé. Je ne sais pas si c'est le cas, mais d'habitude je bois jamais de Monster. Et là, comme j'étais un peu fatigué, évidemment, j'ai pris une boisson énergétique. Sans sucre, certes, mais je pense que la caféine, je suis très sensible et très réceptif à la caféine. Généralement, quand je fais de la muscu, je bois un Monster et au bout d'une demi-heure, j'ai envie d'aller aux toilettes, genre d'aller à la selle. Et là, comme évidemment, je ne peux pas le faire en courant, je pense que j'ai retenu le truc et ça m'a barbouillé le ventre. Et j'ai dû m'arrêter à 4 minutes de la 3e série parce que j'allais littéralement vomir. Donc j'ai arrêté, faible que je suis. J'ai pris les 40 secondes, j'ai fait genre 4 minutes 20 en fait. Il me restait 40 secondes et mentalement j'étais obligé de débrancher sinon j'allais gerber et comme ils sont adorables dans cette salle avec moi, j'allais pas leur vomir dessus. Ça aurait été chez moi dans un garage ou dehors, j'aurais probablement poussé. Mais là la caméra etc, j'ai aussi envie de donner le bon exemple et pas de faire le crétin avec ma récupération et mon niveau d'énergie. Donc j'ai pris ces 40 secondes de plus la minute 30 de repos réglementaire et quand j'ai voulu enquiller sur la deuxième, je me suis rendu compte que j'avais atteint un échec. Et là j'ai fait 2 minutes et je pouvais plus, donc j'ai arrêté.
Donc la 4e série, au lieu de faire 5 minutes, elle a fait que 2 minutes. Donc là j'ai pris les 3 minutes qui restaient plus 1 minute 30 de repos, donc 4,30. Et là j'ai réenquillé sur la dernière. Je voulais garder un volume minimum et faire le nombre de répétitions d'efforts n'ayant pas vomi et n'ayant pas atteint un point de non-retour. Et là sur la dernière série j'ai fait 2 minutes 30 au lieu de 5 minutes et je suis complètement brûlé. Je transpire à très grosses gouttes comme vous pouvez le voir, enfin je suis littéralement trempé. Et grosse séance très difficile. J'ai pas le même sentiment d'accomplissement que quand j'arrive à tout accomplir et à tout dépasser. J'ai pas aussi mal aux jambes parce que probablement que nerveusement et musculairement l'effort est pas le même. Par contre mentalement je suis brûlé et je me suis vraiment mis dans le mal. Donc petite leçon sur l'importance de la récupération encore plus que sur la notion de volume et de respect du volume d'entraînement. C'est capital et on ne peut pas espérer progresser indéfiniment sur un programme, surtout quand on a 2 programmes, un programme en musculation et un programme en cardio. Si on ne récupère pas suffisamment bien, si on ne dort pas suffisamment bien et si on ne respecte pas son niveau d'intensité et sa charge d'entraînement, la charge psychologique, mais évidemment aussi la charge physique. La muscu tient, vous l'avez vu, et le cardio, bah là on a pâti un peu au bout de 8 semaines d'entraînement, il fallait bien qu'il y ait une séance qui commence à déconner. C'est le jeu de ne pas être parfait, c'est aussi pour ça quand on dépasse ses limites à chaque séance, quand on essaye de faire mieux à chaque fois, il y a un moment forcément où on arrive à un petit point d'accrochage. Il peut être mental, il peut être physique, là c'était probablement un petit peu les deux vu mon déficit de récupération. Bref, je ne suis pas là pour couiner, simplement pour vous montrer la réalité de mon entraînement, les obstacles aussi auxquels je fais face au quotidien dans ma préparation, tous les jours de toute l'année. Fin de sèche aussi, je pense que j'estime mon niveau optimal de sèche. Alors je ne serai pas découpé comme quand j'ai fait des compètes, je ne vais pas pousser pour aller autant dans le dur, mais il me reste encore probablement 3 semaines et demie à 4 semaines de sèche et donc forcément on en vient aux moments qui sont difficiles, on est en déficit d'énergie. Forcément le déficit énergétique est coûteux pour l'organisme. En termes de fatigue, la récupération est sous-optimale. Je veille sur mes potentielles blessures et leur réapparition parce que c'est aussi les moments où on donne moins de quoi récupérer à l'organisme. J'ai moins de lipides, j'ai moins de calories. Je dors un petit peu moins bien, j'ai des réveils intempestifs un peu depuis une semaine, depuis que je suis rentré du Mexique bizarrement. Je me réveille à 6h30 du matin, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a un bruit systématique dans l'immeuble ou dans la rue. Et après je me rendors, mais genre l'heure et demie qui sépare les 6h30 des 8h ou des 8h30 à l'heure à laquelle je me lève est moins récupératrice. Je me réveille, je suis un peu léger, je me tourne dans le lit, etc. Donc je dors moins bien, ce qui est normal en fin de sèche aussi. Et ça, c'est des variables qu'il faut apprendre à accepter. Et donc, c'est normal que ma performance globale, aussi bien en muscu comme en cardio, puisque j'essaye de pousser mon organisme vers une adaptation constante et progressive, finisse par en pâtir au bout d'un moment. Je vais essayer de maintenir le plus possible parce que c'est plus le but du jeu, mentalement et physiquement, lors d'une fin de sèche, c'est d'essayer de maintenir ses perfs et de tenir coûte que coûte pour maintenir le plus de masse musculaire possible et ne pas se blesser et arriver à afficher le meilleur physique, même si en ce moment j'essaye de mener un peu de front les performances et le physique, ce qu'on ne fait pas normalement. Quand on fait une sèche, on essaie de maintenir le physique absolument tout en maintenant le stimulus musculaire le plus haut possible pour pouvoir conserver la masse musculaire, mais on se fout de pousser de plus en plus lourd ou de courir de plus en plus vite. Et là, en tant qu'athlète hybride, j'essaye de faire les deux. Donc c'est un pari très ambitieux, même si je ne suis pas aussi sec que j'aurais voulu, même si je ne suis pas aussi musclé que j'aurais voulu ou aussi rapide et véloce que j'aurais voulu, mais j'essaye de garder un bon compromis de ces 3 dimensions et c'est très difficile, mais vous me voyez dans la réalité de ma vie avec l'ensemble des autres challenges que vous savez sur l'entrepreneuriat, sur le développement de ma formation Bayesian, de l'ensemble de mes autres programmes, de l'accompagnement de mes élèves, du suivi de mes différents sponsors, des différents événements auxquels je participe, comme ce week-end où je suis allé faire des conférences avec des professionnels de santé sur la nutrition, l'entraînement et la santé des sportifs par exemple. Bref, une vie très chargée dans laquelle l'entraînement a sa place, mais la place de l'entraînement doit être extrêmement optimisée sur le long terme pour pouvoir vous permettre de continuer à progresser, même de façon modeste, mais quoi qu'il arrive, de jour en jour et de semaine en semaine, pour arriver à s'épanouir sportivement sur le très long terme. C'est ça que j'essaie aussi de vous transmettre dans cette vidéo. On va rentrer, je vais prendre ma magnifique serviette de bain et je vais la mettre dans ma bagnole pour pas ruiner mes sièges en cuir, en alpaga, en je sais pas quoi. On va aller prendre une douche, manger et peut-être qu'il y aura un deuxième entraînement à la fin de journée. On verra, surprise. Je vous dirai ça si j'ai suffisamment récupéré et si je suis mentalement suffisamment en forme pour me mettre une dernière séance de la journée. À tout à l'heure.
Bon mes soldats, nouvelle journée d'entraînement. Hier soir, j'ai effectivement fait un autre training. Je suis allé à la boxe, mais je voulais pas filmer parce que ça s'est pas passé exactement comme je voulais. J'avais dans l'idée de faire un cours de Muay Thai et de reprendre la boxe Thai. Et en fait, les horaires ont changé. Donc je suis arrivé, il y avait pas de cours de Muay, il y avait un cours de boxe anglaise. Donc je me suis prêté au jeu, j'ai fait de la boxe anglaise. Mais c'était en petit comité, c'était avec des gens que je connaissais pas, donc j'allais pas leur mettre la caméra sous le pif. Donc j'ai fait un cours de boxe hier. Ce matin, nous partons pour le deuxième footing de la semaine. Et cet après-midi, une séance upper avec un invité de marque que vous allez découvrir ou que vous connaissez probablement sur ma chaîne, Axel, vice-champion d'Europe de powerlifting et qui travaille avec nous depuis maintenant plusieurs années sur l'encadrement pédagogique des élèves de nos formations Bayesian à chaque promo, qui est un immense pédagogue, un immense technicien de la force et de la musculation évidemment. Et ça va être intéressant de partager une séance upper avec lui, sachant que je crois qu'il est lui aussi en train de changer un petit peu ses objectifs. Vous allez me dire 2 séances par jour, même si c'est pas tous les jours, ça laisse assez peu de temps au reste. Et effectivement, dans ma vie en ce moment, il n'y a que du boulot et du training. Et c'est un choix. J'ai pas d'autres loisirs. Je sors pas. Je vais pas beaucoup au restaurant. Mes proches sont pas là de toute façon, donc je vois pas énormément de gens. Je vois pas énormément d'amis. C'est une balance. Le boulot est toujours là et le training prend la place des loisirs potentiels quand il n'y a pas une vraie envie ou un vrai besoin de mettre d'autres loisirs en place dans mon quotidien. Donc là, c'est beaucoup de training. C'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo d'entraînement, parce que c'est une phase intéressante de ma transition, notamment vers le cardio, notamment vers les sports de combat, etc. Et je pensais que ça pourrait vous être extrêmement utile de voir comment je gère ça au quotidien et surtout sur le long terme, sur une semaine. On est parti, training, cette fois-ci, je vais pas faire du fractionné. Je vais courir dans Paris, peinard, je vais essayer de me trouver un petit coin de verdure. Je pars pour 55 minutes à allure tranquille, en dessous du seuil ventilatoire 1. Donc pour moi, c'est en dessous de 12,5 à l'heure. Donc je vais essayer de rester entre 10 et 12, un truc comme ça, en fonction, à la sensation. J'emporte mon Apple Watch, mais j'emporte même pas le cardio-fréquence-mètre. J'y vais tranquille et je verrai le bilan, comment j'aurai réussi à ajuster tout à l'heure. Je vous fais éventuellement un petit débrief. À toutes. Bon mes soldats, deuxième jour d'entraînement comme promis, et je ne suis pas seul puisque j'ai été rejoint par le Power Bisounours. Salut tout le monde. J'ai nommé Axel, évidemment, vous le connaissez très probablement. Si vous ne le connaissez pas, allez voir son travail qui est absolument magnifique. Axel qui est coordinateur technique et qui encadre avec nous les étudiants de chacune des promotions Bayesian grâce à sa grande spécialité et sa grande sensibilité, notamment sur le power, tout ce qui est la thématique de l'univers de la force athlétique, du powerlifting et du power building, puisqu'il est en train lui aussi de transitionner légèrement vers une nouvelle carrière sportive, mais pour l'instant on n'a pas le droit d'en parler. Le truc très cool aujourd'hui, c'est qu'on a tous les deux une séance upper, donc on va la faire ensemble sur certains exos, et qu'on a des sensibilités assez proches. Axel, il est 1000 fois plus fort que moi, mais il a des petites faiblesses au niveau des coudes, parce qu'à force de probablement répéter les mêmes schémas neuromusculaires avec beaucoup d'exercices toujours semblables dans le cadre du powerlifting, il a développé des petites douleurs au coude, et donc il faut qu'il s'en occupe et qu'il les prévienne et qu'il prévienne leur développement du mieux possible. Donc il fait des modifications à ses programmes d'entraînement qui sont pas habituels et pas classiques, et vous allez voir un peu les modifs qu'il amène à ses exercices. Plutôt que de faire les choses comme un bourrin et de se taper la tête dans les murs quand il commence à avoir mal, il s'entraîne beaucoup plus optimalement et beaucoup plus intelligemment, et grâce à des petites modifs, des courbes de résistance, des prises, des modalités de contraction, il arrive à faire des merveilles avec son programme, et ça c'est très cool, et c'est son expérience aujourd'hui dont on va pouvoir profiter dans cette vidéo, et ça c'est chouette. Moi je commence sur des pompes qu'on va faire lester, parce que maintenant j'ai plus le niveau de faire des pompes au poids de corps, et qu'on peut adapter le degré d'intensité et de difficulté des pompes simplement en les lestant. Et je vais les faire sur des anneaux ici, parce qu'on a des anneaux au Cap Gym, ce qui permet d'avoir une mobilité maximale au niveau notamment des articulations concernées, c'est-à-dire les poignets et les coudes. Alors que si vous êtes par terre ou sur une barre, généralement vous êtes verrouillé et votre corps doit se déplacer, alors que là ça permet davantage de mobilité. Ça permet également une plus grande amplitude, et ça c'est très cool. Et en plus, comme vous le voyez, comme les anneaux sont loin du sol, ça me permet d'utiliser une petite ceinture de lest ou classique, ou ma ceinture de plongée avec laquelle je me trimballe tout le temps depuis 5 ans, qui prend 0 place dans mon sac, et de pouvoir me lester. On se fait ça. Toi, tu commences par du lat pull down. En bicep avec des Bayesian fly, ce qui n'est pas rien. En bicep avec des Bayesian fly. Ok, je vais essayer de vous filmer un peu les 2 séances, mais moi je commence par un mouvement de développé horizontal, donc des pompes ici en chaîne fermée. Un mouvement de tirage vertical, ça va être des tractions, lesté aussi. Et ensuite, on va enchaîner sur toute la séance. Et toi, tu te fais lat pull down et bicep avec des Bayesian fly. Exactement. Donc une adduction transverse
un fly à la poulie, je présume. Ouais. Voilà. Et dans la modalité du Bayesian Fly, inventé par Menno, c'est-à-dire avec les mains non pas en position neutre, mais qui viennent réaliser une pronation tout au long du mouvement. Ça y est, je commence à trembler parce que là, je tiens la caméra de 2 kg à bout de bras depuis 2 minutes. On a fait notre échauffement, on se lance sur la petite séance et on vous filme ça. C'est parti. Ok, donc petit système de lest hyper classique. Une ceinture, des poids. Et en serrant ça suffisamment haut sur le centre de gravité, ça arrive à pas trop se trimballer, ce qui est bien. Et à fournir une surcharge progressive qui est idéale. Là-dessus, généralement, les gens qui ont des problèmes de conflit sous-acromial ou de douleur au niveau des épaules, genre qui ne peuvent pas faire de coucher parce qu'ils sentent une espèce de pression de ouf, arrivent, grâce à cette modification de l'exercice, à pouvoir s'entraîner et à développer la poussée horizontale et notamment leurs pectoraux et leurs deltoïdes et leurs triceps. Donc essayez ça si vous avez du mal à faire du coucher ou des douleurs au coucher, ou vous n'aimez pas le coucher pour une raison X ou Y, ou vous n'avez pas de banc de coucher. Si vous avez des anneaux, c'est magnifique. Au moins 16 répétitions pour valider ma surcharge progressive par rapport à ma dernière séance. Eh bah 17. Bordel. Ça rend humble, mais c'est un bête de mouvement. Je le fais en série plutôt longue parce que comme vous l'avez compris, j'ai les coudes assez fragiles. Et de toute façon, à partir du moment où vous gardez une vraie proximité à l'échec et une bonne exécution technique avec une bonne amplitude, vous pouvez continuer à faire du muscle et à progresser virtuellement, même en faisant des séries jusqu'à 30 répétitions. Donc il n'y a aucun problème et aucun inconvénient à faire des séries de 15, 16, 17 reps, 20 reps. Généralement, je monte par fourchette de reps jusqu'à 20 répétitions. Donc je vais rester avec 20 kg de lest jusqu'à ce que j'arrive à faire 20 reps. Et ensuite, je vais augmenter l'incrément légèrement. 21, 22, 5 en fonction de ce que j'ai sous la main. Et donc on part pour Axel sur un lat pull down. Mouvement d'assistance, c'est d'avoir des dorsaux forts et une traction verticale forte pour le power, c'est important. Amplitude complète. Légère accommodation de la courbe de résistance. Vous pouvez vous pencher en arrière et prendre un petit peu d'élan. Ça vous permet d'être plus fort sur le mouvement du tirage. Bien joué. Et monsieur a 4 séries, 5 séries 5-7. 5-7. 5-7, ouais, en bicep avec les Bayesian Fly. Voilà. Tout simplement parce que le volume d'entraînement par séance dépend de votre répartition des séances sur la semaine et de votre volume total. Et évidemment, comme on n'est pas aussi avancé l'un que l'autre avec Axel et qu'il a probablement plus de volume musculaire par groupe musculaire que moi, je pense. Maintenant, ouais. Voilà. Ou on peut dire parce que c'est pas une compète de body, parce que sinon ça n'aura aucun sens. Du coup, il a plus de volume par séance, à moins qu'il fasse 15 séances dans la semaine, mais tu dois t'entraîner 6 fois. 6 fois maintenant. Il s'entraîne 6 fois, donc forcément, pour qu'elle ait tout son volume supplémentaire par rapport à un mec comme moi sur 6 séances, il est obligé de faire plus de répétitions, de séries. Donc moi, vous allez me voir faire 3 séries par mouvement quasiment, sauf sur certains mouvements sur lesquels j'en ai 2. Et lui, là, aujourd'hui, il fait quasiment que des exercices avec 4 ou 5 séries. Ouais, 4 ou 5. séries, Donc gros volume. On va probablement passer un peu de temps à la salle, mais il n'y a pas de secret. Plus vous progressez, plus vous avez besoin d'envoyer du volume d'entraînement pour pouvoir continuer à progresser. Même chose pour les tractions. À partir du moment où vous êtes suffisamment fort pour faire des séries de tractions avec la fourchette de reps qui vous intéresse, c'est bien de pouvoir commencer à les lester. Vous allez me dire, je pourrais faire des séries de 30 tractions. Oui, mais j'en suis pas capable. Donc je préfère prendre de la force sur une fourchette de répétition un peu plus contenue. Là, on bosse sur 10 répétitions. Et comme évidemment 10 répétitions au poids de corps, ça me pose plus de problème. Et je recharge progressivement. Avant, j'avais du mal à le faire avec mes coudes. Et maintenant, je recharge doucement. Et là, aujourd'hui, je suis à... L'objectif de la séance, c'est de faire 10 répétitions avec 5 kg de lest.
Yes. Amplitude complète, bras tendus. Vous pouvez venir en déverrouillage articulaire des épaules ou pas, ça c'est à vous de voir en fonction de votre sensibilité, de votre risque de blessure. Moi j'aime bien aller tout en bas pour être sûr que je suis tout en bas et avoir un point de contact en haut. Généralement c'est la paume d'Adam. Je sais que quand je passe et que je viens toucher ici, c'est que ma répétition elle est complète et mes coudes sont fléchis au maximum. Ce qui permet d'éviter de tricher sur l'exécution technique et de se dire « Oh regarde gros, je fais 15 tractions » alors que vous faites ça. Là il n'y a pas de triche possible, bras tendus, menton au-dessus de la barre. Et Axel qui s'enchaîne donc avec du Bayesian Fly comme vous pouvez le voir ici. Donc une adduction transverse évidemment pour les pectoraux, un fly ou un écarté. Et comme vous le voyez, sa main est neutre en position d'étirement. Et il effectue une rotation interne en tournant ses poignets pour être en totale pronation à la fin du mouvement. Ce qui fait qu'on recrute entièrement toutes les fonctions du grand pectoral qui sont à la fois l'adduction transverse et en même temps la pronation, le fait de pouvoir tourner la main comme ça vers l'intérieur et vers le bas. C'est très difficile. Cette machine Life Fitness pour ça est absolument magnifique. Yes. Je kiffe cette machine mon gros, elle est incroyable. Ouais, la courbe de résistance, la fluidité de la poulie est vraiment cool. On est bien d'accord. Ok, donc là, au lieu d'un incliné, comme j'ai un petit peu mal au coude, pour faire un développé incliné, je vais utiliser des cuffs, c'est-à-dire des brassards avec des mousquetons sur une machine à poulie Life Fitness qui est un peu l'équivalent de celle sur laquelle Axel a fait son Bayesian Fly. Là, les câbles sont vers le bas, je vais pousser vers le haut, donc je vais avoir une trajectoire, une dynamique davantage inclinée. Et ça va m'éviter d'avoir recours notamment à l'insertion distale, donc la partie basse de mon triceps, qui est un peu endolorie par le putain de coup que je me suis mis dans la poignée de la porte de ma salle de bain hier comme un débile. Comme hier à la boxe, j'avais du mal à faire des pompes, on va éviter de surcharger un muscle ou un tendon qui a pris un peu cher et qui est déjà endolori. Tout simplement pour éviter de creuser sa capacité de récupération et de le blesser durablement. Ce que j'aurais fait il y a 3 ans, raison pour laquelle je me suis souvent mis dans la merde avec des blessures qui durent. Et maintenant j'ai compris que prévenir plutôt que guérir, c'est évidemment la meilleure stratégie. Donc là j'ai un petit peu mal, plutôt que de forcer comme un débile, me dire ah, j'ai de l'incliné à 75 kg, je vais faire mon incliné à 75, et simplement trouver une modalité d'exercice qui me permet de stimuler les mêmes muscles en économisant mes articulations ou les structures qui sont un peu blessées. Donc c'est la première fois que je fais cet exo, mais vous allez le découvrir en même temps que moi, ça m'a l'air pas mal du tout. Vous allez voir que le schéma moteur reproduit à peu près celui de l'incliné. Imaginez que j'ai des haltères, un haltère dans chaque main ou une barre. Vous allez voir que c'est à peu près la même exécution technique. Attends, Vous pouvez voir Josh Bridgman, qui est un IFBB Pro récemment et bodybuilder en catégorie men's physique britannique, qui est un super mec, qui fait ce genre d'exercice beaucoup avec des cuffs. Il y a pas mal de mecs qui commencent à avoir l'intelligence de faire comme lui et d'économiser leur ego pour développer leurs muscles et leur santé, et c'est une très bonne nouvelle. On a un élève qui s'entraîne ici, Romain, qui a un énorme physique et qui fait beaucoup d'exercices comme ça avec des brassards. Et c'est une très bonne alternative. Et là, vous voyez, je peux stimuler à mort mes pecs et mon haut de pec. Et j'ai pas du tout mal au coude. Littéralement, je pourrais avoir probablement, peut-être pas une fracture de l'avant-bras, mais une blessure un peu plus grave et pouvoir m'entraîner quand même. Et ça, c'est extrêmement utile de le comprendre très tôt dans une carrière de lifter, de bodybuilder, de powerlifter, ou simplement de mec qui va entretenir sa masse musculaire et sa santé.
Et comme vous le voyez, Axel applique la même stratégie. T'as l'autre bras ou pas? Non, j'arrive trop tard. Ok, vous la verrez après. Mais il utilise lui aussi des brassards pour ses élévations latérales. Probablement, ne me dis rien, pour limiter la tension et la compression au niveau des poignets. Et parce que ça lui évite de renforcer toujours son grip qui est déjà hyper sollicité avec le power. Et du coup, potentiellement de développer des épicondylite et des épitrochlites, c'est-à-dire des tendinites au niveau de l'articulation du coude. C'est exactement ça, ouais. C'est pour ça que j'utilise les keufs, parce qu'avec l'habitude de l'appréhension, que ce soit sur le bench, parce que quand vous voulez optimiser votre bench, vous êtes nécessairement dans une dynamique où vous serrez votre barre pour optimiser toutes les chaînes cinétiques, et que ce soit le bench, le squat, le deadlift, on a toujours tendance à avoir un gros grip en power, et si on peut éviter d'avoir toujours cette mécanique, d'avoir un grip assez puissant, parce que quand vous faites un set qui est compliqué, vous êtes toujours avec une grosse tension au niveau des muscles fléchisseurs et extenseurs du poignet, du coup de l'avant-bras. Du coup, utiliser des keufs, c'est très intéressant. Et sur le rowing, qu'on verra juste après, j'utilise aussi des angle grips que Antoine et Nevin m'ont offert pour mes 22 ans. Allez. Pour mes 22 ans. Et que j'utilise toujours pour faire du rowing, pour limiter en fait justement le fait de toujours rester en pronation et de pouvoir avoir une certaine mobilité, une certaine rotation au niveau du poignet sur mes rowings. Et du coup, même en termes d'amplitude articulaire et musculaire sur le rowing et sur le développement du grand dorsal des trapèzes, c'est carrément plus cool à mon sens et beaucoup moins traumatique pour les poignets et pour les coudes. Donc là, on part sur un petit shoulder pull, donc un tirage plutôt horizontal à hauteur des épaules par un rowing bar, ni unilatéral ni bilatéral, comme vous pourrez voir généralement sur des poulies basses. Mais vraiment un shoulder pull, pas un face pull non plus totalement pour la coiffe des rotateurs, mais un bon exercice qui fait à la fois une partie de l'amplitude du grand dorsal, l'arrière d'épaule, donc le deltoïde postérieur, et en même temps pas mal de trapèzes et pas mal de fixateurs d'épaule. Donc le mouvement va ressembler à un tirage comme ça. Vraiment, je vais venir quasiment à hauteur de mon épaule, et pour ça, ou avoir une corde avec deux poignets, mais j'ai tendance à trouver qu'il y a un peu d'instabilité au niveau des poignets, mes poignets qui sont fragiles, ou alors une barre large comme ça fait très bien le taf. Et je me mets ici sur une poulie réglable pour avoir la poulie suffisamment haute pour pouvoir la tirer au niveau de mes épaules et pas avoir à la tirer du bas vers le haut, ce qui ressemblerait beaucoup plus à un mouvement de face pull. Là, je suis obligé de mettre très lourd parce que je suis étonnamment fort là-dessus, donc c'est full stack et je suis obligé de faire 20-25 reps parfois, tellement je suis balèze. Tellement la poulie est faible, parce que c'est plutôt des poulies faites pour faire des élévations latérales généralement. Donc même logique, élévation latérale avec des keufs pour réduire, vous l'avez compris, la pression articulaire au niveau des poignets. Moins solliciter la force de grip qui est déjà mise à rude épreuve par l'ensemble de ces mouvements de power. Tous les soulevés de terre, tout le coucher, où il faut un grip monstrueux pour tout stabiliser. Et donc pouvoir bosser son deltoïde latéral notamment, avec le moins de contraintes au niveau des leviers d'action, donc le poignet et les coudes, parce que ça libère aussi par irradiation pas mal de tension sur le coude, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, tu veux nous reparler vite fait, parce que je t'ai pas filmé comme un connard que je suis tout à l'heure, du petit angle scapulo-huméral. Carrément. Du coup, sur tous les exercices d'épaule, que ce soit tous vos shoulder press, toutes vos élévations latérales, tous vos exercices d'épaule de manière générale, où vous allez avoir un développé ou une abduction, pensez à garder ce qu'on appelle l'angle scapulo-huméral. Donc c'est un angle de 30 degrés entre votre bras et votre épaule. Pour faire simple, quand vous faites des élévations latérales, votre bras ne va pas se retrouver aligné avec votre épaule, mais à l'inverse,
il va être légèrement en avant pour moins solliciter de manière délétère l'articulation de l'épaule, toute la capsule articulaire. Et du coup, sous l'acromial, exactement. Qui se trouve 5 cm en dessous de la couche de muscle là, mais dans cette zone-là. Et du coup, ça vous permettra d'être plus safe au niveau de vos épaules et ça ne changera absolument pas le recrutement musculaire de manière négative. Au contraire, généralement, quand vous faites des élévations latérales et vous avez cet angle scapulo-huméral, vous pourrez étirer davantage votre deltoïde latéral et donc avoir un étirement et une contraction plus importante que si vous étiez limité finalement par votre hanche, votre bassin, votre jambe lorsque vous faites votre phase excentrique sur des élévations latérales. Ok, même chose avec le Bayesian Fly que vous avez vu Axel faire. Pour économiser un petit peu mon coude, je vais le faire avec des cuffs comme ça. Donc la mise en place est un petit peu relou, mais même pas tant que ça en fait. Je vais me caler ici, hop, et je vais venir, clac. Une fois que je suis là, je vais faire mon mouvement d'adduction transverse à hauteur des épaules, alors que tout à l'heure j'avais les poulies qui partaient d'en bas et je montais vraiment haut pour faire une dynamique d'incliné. Là, j'ai vraiment comme un écarté qu'on ferait aux haltères ou à la poulie, sauf que déjà le passer des haltères à la poulie, vous avez beaucoup moins de tension en bas à l'endroit où l'articulation de l'épaule est en position de fragilité. Donc c'est beaucoup plus optimal en termes de sécurité et de longévité du mouvement. Et vous avez en plus une tension continue, alors qu'avec des haltères, il y a zéro tension quand vous êtes en haut du mouvement à la fin de la phase concentrique. Donc là, j'ai de la tension de A à Z et en plus dans une position d'étirement notamment et de potentielle rotation interne où mes épaules sont très fragilisées et très à risque. Et là, je suis au top. Et là, le fait d'avoir les cuffs au niveau des coudes, eh ben, j'ai pas de tension au niveau des coudes et notamment de l'insertion distale des triceps. Et donc, j'évite de solliciter trop ma micro-blessure de poignée de porte de salle de bain. Putain, c'est le problème, c'est pour se défaire. Ok, petit mouvement pour le grand dorsal, un mouvement, l'action mécanique c'est une rétropulsion, donc simplement pousser le bras vers l'arrière, qui est l'action motrice que vous faites si vous faites un crawl par exemple. C'est le but du grand dorsal, amener l'humérus ici, d'en haut vers le bas et passer d'une flexion à une extension d'épaule. Donc moi je le fais en bilatéral, je vais effectuer un mouvement qui s'appelle le lat prayer, donc lat pour grand dorsal et prayer parce que généralement ça se fait à genoux et dans une position un peu de prière. Mais maintenant je le fais debout, j'arrive à avoir une meilleure sensation et ça me nique moins les genoux. Et Axel le fait en unilatéral, ce qui est encore mieux si vous pouvez vous le permettre. Moi c'est juste que j'ai tendance à arriver à mieux me concentrer sur l'ouverture thoracique ici et vraiment la contraction des grands dorsaux, alors que quand je le fais en unilatéral j'ai l'impression que j'ai un peu plus de tension dans le coude, mais c'est très perso. D'ailleurs tu le fais pas avec des cuffs ça, tu le fais avec la truc dans la main. Moi je le fais avec des cuffs, mais là c'est pas ma poulie habituelle, je l'ai fait juste comme ça, mais sinon ouais, je le fais avec des cuffs. Du coup moi je vais le faire en bilatéral là-dessus avec une petite barre genre celle-là. Et vous allez voir comment Axel le fait en unilatéral, ça vous donnera les deux options potentielles. Mais c'est un mouvement extrêmement important. La plupart des mecs qui disent « ouais, je fais du rowing pour avoir un dos énorme », certes ça aide, mais avoir aussi un mouvement de rétropulsion dans l'amplitude complète de l'articulation, bah, c'est capital pour pouvoir travailler votre grand dorsal dans toute son action motrice. Ça va ressembler à ça en gros. Vous pourriez le faire simplement comme ça et comme ça, sauf qu'en faisant ça, bah, vous partez avec un angle genre entre l'humérus et le tronc de genre 90 degrés, alors que si je me penche en avant au début de l'exécution, comme ceci, j'augmente mon angle et du coup j'augmente l'amplitude d'action. Regardez, si je garde les bras, ça fait débile, hein. Mais du coup j'ai une amplitude de quasiment ici 160-170 degrés par rapport aux 90, ce qui veut dire que je viens de gratter tout ça. Et pour avoir une contraction idéale et pas être gêné par mes coudes, je vais en fait partir fléchi vers l'avant et me redresser au fur et à mesure que je fais mon mouvement. Parce que si je reste comme ça fait ça. Et là, comme vous le voyez, si je me redresse, bah, je perds encore 30 ou 40 degrés d'amplitude. Donc amplitude maximale en haut et amplitude maximale en bas. Ce qui va donner à peu près ça.
So this exercise gives you nice constant tension on the lats throughout their full muscle length. So you see he bends forward to get a nice stretch, like here. Now you have a good muscle stretch. Comme quoi, c'est pas parce qu'on fait un exercice d'isolation mono-articulaire qu'on est obligé de s'entraîner comme une mauviette. On peut s'entraîner dur avec de l'intensité et une bonne technique d'exécution pour recruter notamment le grand dorsal. Voilà. Vous voyez, on a à peu près la même exécution. Il part penché en avant et il se redresse au fur et à mesure. Exécution magnifique, étirement complet en haut et contraction complète en bas. On a fait une vidéo avec Meno au Mexique là-dessus et elle est sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle Entraînement Evidence-Based de haute intensité avec Meno Henselman et on détaille le principe de ce qu'on appelle la Stretch Mediated Hypertrophy, c'est-à-dire l'hypertrophie médiée ou initiée par les réflexes d'étirement. Et qui insiste sur le fait qu'il est important de nécessiter vos groupes musculaires aussi dans une position d'étirement maximum, dans la limite du respect de leur intégrité articulaire et physique, pour pouvoir arriver à générer le plus d'hypertrophie. Je vous montre une petite technique sur le choix de la lumière optimale dans un gym. Vous mettez juste derrière un néon à disons 30%, vous reculez très légèrement la prise de caméra, et là vous savez si vous êtes suffisamment sec ou pas. On dirait pas que je fais 15 kg de plus qu'en vrai. Dans 10 semaines, je vais revenir là-dessus. Donc s'entraîner avec ses potes, c'est aussi très utile pour voir d'autres techniques d'exécution et ouvrir un peu ses horizons. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de lat prayer en unilatéral, donc je vais essayer un peu. Petit cuff. On va voir si ça change vraiment la donne. Ouais, là, vous dis c'est lourd. Ouais. J'ai voulu faire le mariage en disant mais non, je fais 25 en bilatéral, tu mets que 7,5 en uni. Et je me fais emporter, je vais finir désarticulé comme un goéland. Trisomique. Je sais même pas combien j'ai fait de reps. Vous me direz. 8, 9, je sais plus. Petite élévation latérale à la machine qui est très cool, made in Panata. Et comme vous allez le voir dans mon deuxième et dernier upper de la semaine, donc dans 2 trainings, je l'ai fait aussi comme Axel avec des cuffs à la poulie. Et là j'ai la chance d'avoir cette machine, donc j'alterne les deux. Je le fais ici, les 2 bras en même temps, mais quand même en unilatéral puisque les 2 poignets sont totalement indépendantes. Et là je viens de trouver la technique de rajouter les petits cuffs dessus. Je perds un tout petit peu d'amplitude, mais j'ai aucune compression au niveau de l'articulation des poignets. Ça c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est cool. Petit exercice de fin, biceps. C'est pas last but not least, c'est pas un exercice à négliger, mais c'est celui qui arrive à la fin de ma programmation parce qu'il y a déjà eu pas mal de sollicitations des biceps sur les tirages, sur les tractions, etc. Et là, c'est vraiment un exercice d'isolation. J'ai un exercice d'isolation pour les biceps à la poulie que vous verrez dans le deuxième upper de la semaine. Et celui-là aux haltères. J'arrive à le refaire avec des haltères, sachant que la pronosupination me faisait un petit peu mal au niveau du coude il y a encore quelques semaines. Et là, ça revient, donc j'en profite, tout simplement. Et si jamais la douleur revient sur cet exercice, bah, je l'enlèverai et j'optimiserai le recrutement de mes biceps avec une autre modalité d'exécution. À savoir que vous pouvez tout à fait être flexible avec le choix de vos exercices à partir du moment où vous suivez votre progression sur chacun des exercices. Mais c'est pas du tout un souci. Et là, du coup, je vais me mettre légèrement en incliné pour avoir davantage d'étirement en bas. Donc c'est des incline curl si on veut. Je vais prendre mes petits Watson Dumbbells qui sont des haltères d'une qualité incroyable. Et faire mes petits curls. L'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté.
et une exécution correcte et des bonnes sensations et un petit pump sur les biceps. Voilà. C'était sa dernière série de face pull. C'est une fin de journée pour monsieur Axel Ravinet. Soline, t'as expliqué la logique du face pull ou pas? Non? Pas du tout. Vraiment un mouvement qui se fait relativement léger, même si pour Axel, vu qu'il est monstrueux, c'est probablement plus lourd que mon rowing à la barre. Mais pour vraiment la coiffe des rotateurs et tous les fixateurs de l'omoplate, un peu les trapèzes. Qu'est-ce que j'oublie? Pas grand chose. Bah, l'arrière d'épaule, trapèze, arrière d'épaule. Tout ce qui est grosso modo ici, là, et qui a la fonction de fixation si vous faites du handball, si vous faites de la boxe, si vous faites du judo, si vous faites de la lutte, etc. C'est des mouvements qui sont absolument essentiels. J'espère que vous avez kiffé cette séance, on a appris beaucoup de trucs. C'était un plaisir mon gros encore une fois de m'entraîner avec toi. La dernière séance qu'on avait faite ensemble, ça remonte à avril 2018. Ça date. Avant le meet-up numéro 1 de Bayesian. Et évidemment, si vous voulez retrouver l'ensemble de l'expertise et des enseignements d'Axel, c'est au sein de notre formation Bayesian, puisqu'on a l'immense chance et honneur qu'il accompagne tous nos élèves à chacune de nos promos. On se voit dans le prochain entraînement qui sera non pas un footing, parce qu'il ne me reste plus qu'un, mais un lower demain. Et on aura du Romanian deadlift et du hip thrust au menu. J'espère que ça vous plaît. À demain. Ciao. Mes soldats, pratiquement la fin de notre semaine d'entraînement. Vous voyez cette ambiance là? Quasiment personne dans la salle. J'ai une pêche de malade. On est parti pour le deuxième et dernier lower de la semaine, entraînement du bas du corps. Je suis en train d'avancer et de reculer tranquillou sur un rameur parce qu'on va partir sur un Romanian deadlift et que la dynamique du soulevé de terre roumain, donc qui est un soulevé de terre quasiment jambes tendues, différent du soulevé de terre classique et différent du soulevé de terre jambes tendues, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais s'accommode bien avec un échauffement à la fois cardiovasculaire et en même temps musculaire sur un rameur, et ça change un petit peu pour ma routine d'échauffement. Donc on part sur 5 minutes de rameur et après on se lance sur notre séance qui est assez légère en termes de nombre d'exercices, mais assez intense en termes de charge sur le système nerveux central et les chaînes musculaires, notamment la chaîne postérieure. Pour ce qui est des ischios, des fessiers et des lombaires, parce que le soulevé de terre roumain, qui est un exercice sur lequel je suis relativement fort, me met un gros tarif normalement. Donc ça va être une séance intéressante pour vous. C'est parti. Donc là, même principe que sur les autres séances, petite gamme montante. Là-dessus, on va faire une série à 0 kg virtuellement, à vide, donc 20 kg. Une série à 60 parce que c'est pratique, je mets les 10 de 20, une série à 80, une série à 100 et probablement un prime set à 130 pour voir un peu comment on se situe, et en fonction je vais partir ou sur 130 ou sur 135 étant donné que j'ai pas fait de Romanian deadlift depuis maintenant 3 semaines et que ma dernière séance c'était à Miami et que j'avais fait 134 x 8. Donc je serais censé faire 135 x 8, mais avec le voyage, le fait que j'ai pas fait de Romanian sur les 2 dernières séances de mes 2 dernières semaines parce que j'avais une petite douleur en bas du dos et que généralement après le voyage je force pas sur les gros exercices polyarticulaires qui sont très taxants et qui augmentent le risque de blessure, surtout en sèche. J'ai repoussé un peu cette échéance, donc ça va être une séance très intéressante sur ce plan là aussi. Bon, grosse barre qui fait pas rigoler, mon ego a parlé, j'ai décidé de partir sur 135 plutôt que 120, vous allez être témoin de ma réussite ou de mon échec, mais vous voyez ça fait une barre pas rigolote, c'est quasiment 2 fois mon poids de corps en ce moment. Vous me filmez? J'en fais une seule. Pour l'activation, ça va être le test, on va voir si c'est lourd ou si c'est light. C'est light. Oh. Ça va être sympa. Ok, j'ai pris 2 petites minutes de repos et on part sur la première série de travail, donc 135. On va essayer d'arracher 8 reps. Si on n'y arrive pas, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais c'est ici que ça se passe. C'est là. Ma tête va être moche. C'est typiquement le genre d'effort sur lesquels vous ne devez pas être beau à regarder normalement. Sinon, ça veut dire que vous ne poussez pas suffisamment dans le dur pour progresser comme il faut. Putain de sérieux.
bah voilà. Bon, deuxième exercice de la séance, toujours sur la chaîne postérieure, ce qui fait que j'ai besoin d'un échauffement minime. Un petit hip thrust sur un booty builder. Je pourrais le faire avec une barre, avec un banc, etc. Mais le setup est tellement chiant que ça me dégoûte du hip thrust, alors que c'est un exercice magnifique et qu'avec cette machine, la tension est continue. L'amplitude est magnifique parce que le siège de départ peut être réglé en hauteur. Vous pouvez même régler l'accoudoir dorsal en profondeur, l'attache de la ceinture en profondeur. Bref, c'est incroyable. L'incrément se fait 10 kg en 10 kg. C'est vraiment très cool. Donc, on part sur 3 ou 4 séries. Normalement, j'en ai 4. On va voir en fonction de la fatigue de ma chaîne postérieure. J'adapte aussi comme c'est mon dernier lower. Et on va essayer de se faire au moins 8 reps. Regardez la facilité de mise en place. Si vous avez déjà fait un hip thrust à la barre, vous savez à quel point c'est 1000 fois mieux. Je m'assois, j'attache ma petite ceinture, je mets mes pieds là, et c'est parti mon kiki. Eh bah 14 reps. À Miami, j'avais une machine à peu près similaire, mais avec des poids sur les côtés. Je crois que j'ai fait un truc à peu près comme ça. J'ai dû faire genre 110 x 12 avant de partir, donc 100 x 14. C'est très cool. J'adore cet exo. Si vous voulez progresser athlétiquement, en course, en saut, en rugby, en athlétisme, n'importe quoi, et renforcer votre chaîne postérieure, les fessiers, les lombaires et les ischios, c'est magnifique. Bon, après c'est 4 séries de hip thrust parce que j'ai réussi à me motiver. Nous avons un petit exercice que j'ai rajouté il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a 1 an, qui a été porté à mon attention par un mec qui s'appelle Ben Patrick, je crois. Sur Instagram, vous le trouverez sous le nom de The Knees Over Toes Guys, ce qui veut dire le genou au-dessus des orteils. Tout simplement parce que c'est un mec qui a le postulat et qui le défend d'avoir, quand on fait une fente, toujours de façon physiologique, dans la mesure du possible, le genou qui dépasse les orteils, et que, contrairement à ce qu'on entend dans la plupart des gyms du monde entier, dans la bouche des coachs de merde, avoir le genou qui dépasse le bout des orteils quand on squatte, c'est naturel et c'est absolument pas pathologique. Comme on le voit quand on monte des marches d'escalier, essayer de monter une marche sans avoir le genou qui dépasse au moment de l'impulsion, c'est impossible. Vous allez vous retrouver à monter les marches comme un pingouin et ça marche pas. Donc on est fait pour avoir le genou qui dépasse, tout simplement. Et en fait, il a mis au point un système de reverse engineering des douleurs de genoux. Si vous avez des douleurs de tendinite ou tendinopathie au niveau du tendon patellaire notamment, et ben il a tout un protocole qui peut vous être très utile et qui commence par l'exercice que j'ai mis en place ici, qui est un squat profond unilatéral, une espèce de fente bulgare avec le pied avant surélevé en fonction de votre niveau, qu'il appelle le ATG squat pour ass to grass ou athlétique. Je sais plus pourquoi, mais vous irez voir sur son Instagram. Et en gros, simplement, vous surélevez votre pied avant et vous faites une fente. Et en fait, vous surélevez le pied avant d'autant plus que vous avez des douleurs de genoux et pas beaucoup de mobilité. Si vous venez d'être blessé ou opéré, probablement qu'il va falloir partir très haut, être un très gros step. Si vous êtes très bon, très souple et que vous voulez simplement renforcer notamment votre VMO et votre quad et les structures tendineuses et articulaires de votre genou, vous pouvez très probablement le faire par terre, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi, je surélève mon genou sur un truc de cette hauteur-là à peu près. Et comme je suis suffisamment fort mais pas suffisamment souple, je me leste ici avec un poids de 20 kg pour faire ces fentes-là. Donc en termes d'exécution, ça donne ça. Bon, après cette surcharge monstrueuse sur la chaîne postérieure, plus le petit ATG squat, je vous promets, si vous avez mal au genou, ça paraît contre-intuitif, mais essayez. Vous allez profiter d'un super étirement, notamment du psoas et du droit antérieur sur la cuisse.
Et franchement, en termes de flexion au niveau du genou, ça paraît hyper contre-intuitif parce que vous allez avoir une maxi-flexion alors que c'est justement probablement la flexion qui vous fait mal. Et si vous arrivez à retourner le process en commençant suffisamment haut et suffisamment léger pour qu'il y ait zéro douleur, commencez au poids de corps peut-être avec un step de genre 60 cm de haut, vous verrez bien. Et ensuite, au fur et à mesure, abaissez un peu la marche. Au fur et à mesure que vous vous renforcez et que ça devient sans douleur, repoussez votre zone de confort et votre gêne potentielle au niveau des articulations, vous allez pouvoir récupérer comme moi maintenant une pleine amplitude articulaire et une capacité de mouvement totale. Et maintenant, je peux re-squatter quasiment sans douleur. C'est pas que à cause de ça, évidemment. C'est grâce à tout un tas de modifications et d'anticipation au niveau de mes tissus tendineux notamment, mais c'est vraiment, vraiment utile et c'est un bon ajout et une bonne addition dans mon programme d'entraînement. On part ensuite sur 2 derniers exercices de la séance, du leg curl couché ici et pour finir, des petits mollets. C'est parti. Vive la chaîne postérieure. Bon, et dernier exercice de la séance. Sur mon premier lower, on avait fait les mollets en bilatéral avec une surcharge de l'excentrique via l'exercice des calf jump là-bas. Cette fois-ci, on va les faire en unilatéral, sans surcharge de l'excentrique, avec simplement des élévations pour les mollets en unilatéral. Vous pourriez les faire assis, c'est moins pratique, je trouve. Là, je les fais debout, il faut une surface stable et des chaussures qui accrochent bien. Les Converse, pour ça, c'est top. Et une petite surface en dur comme ça, bien arrêtée et pas ronde au bout. Ça marche nickel. C'est parti. Et voilà mes soldats, fin de séance. On se retrouve pour la dernière, les 2 dernières séances de la semaine, sauf qu'il y en a une que je ne vais pas vous filmer parce que c'est une séance de footing sortie longue, genre 1h45 et je ne vais pas trimballer 2 kg de caméra pendant 1h45 de footing. Et la dernière séance de muscu, probablement demain, upper, dernier upper de la semaine, sur lequel je vais bombarder des exercices très intéressants qui viendront compléter l'ensemble de la programmation de la semaine et vous donner une compréhension beaucoup plus globale et pertinente de l'ensemble de la structure de mon entraînement. Par contre, je ne sais pas où je ferai la séance de demain ou d'après-demain, parce que je suis censé bouger demain pour aller dans le sud pour un tournage un peu de dernière minute, donc ce ne sera pas ici. Et on verra sur la route où est-ce qu'on arrive à trouver une salle digne de ce nom pour pouvoir s'entraîner. Surprise, mais c'est aussi ça, les aléas de la vie d'un mec qui doit s'entraîner en accordant une place conséquente à son training pour pouvoir continuer à progresser tout en travaillant et en voyageant quasiment non-stop. On se voit dans la prochaine. Bon mes soldats, comme promis, on se retrouve pour la dernière séance de la semaine, dernière séance muscu. Nous sommes dans un Basic Fit à Toulon, le premier Basic Fit que j'ai pu trouver sur la route pour mon tournage pour descendre dans le sud. Donc je m'arrête ici pour faire ma dernière séance de la semaine qui est une séance upper. On va commencer avec des chouettes mouvements pour le haut du corps, du développé militaire ou OHP. Je pense que je vais le faire à la barre si je trouve un rack libre ou alors aux haltères. Vous pouvez éventuellement, si vous avez des petites douleurs à l'épaule potentielles, modifier ça avec un développé Arnold en commençant avec les haltères devant et en développant les haltères au-dessus de la tête ou avec une machine pour les épaules, genre machine convergente, etc. Il y en a une qui a l'air pas mal ici, c'est full matrix, j'ai l'impression. Ils ont quand même des bonnes machines et surtout par rapport à d'autres salles que j'ai faites un peu partout dans le monde, ça a l'air relativement bien entretenu et pas défoncé, ce qui est important parce qu'avoir des bonnes machines mais défoncées, ça sert à rien. Donc on va se faire un petit échauffement tranquille ou cardiovasculaire et ensuite OHP, donc développé militaire, overhead press, traction, lesté, j'ai pris la ceinture.
Et ensuite, je vous emmène sur la suite des hostilités avec moi. Bon, troisième exercice de la séance du développé couché, sauf que tous les bancs de coucher sont pris, c'est ça quand on est dans une salle qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas ces petites habitudes. Donc la deuxième meilleure option est une presse convergente, et il y en a une ici, on a bien chargé comme un mulet, et on va voir ce que ça donne à l'échauffement, ça a l'air bien, on va voir avec le poids de travail. Ça fait le taf. Bon, maintenant un petit exercice pour les biceps à la poulie qui a été inventé par Menno Henselman, Menno avec qui je travaille, que vous connaissez très probablement, qui est le Bayesian curl. En fait, c'est un curl à la poulie basse, mais au lieu d'avoir le bras à l'avant du corps et la poulie devant le corps, en fait, on va se tourner pour avoir la poulie derrière et profiter du fait que la poulie tire vers l'arrière pour étirer le biceps en position basse et contracter un max le biceps en position haute. Et pour pouvoir accommoder la résistance et avoir le plus de tension en bas et en haut du mouvement, vous allez voir, je vais me pencher au fur et à mesure du mouvement. C'est-à-dire, je vais rester droit au début pour avoir mon bras bien étiré derrière, et au fur et à mesure que je vais monter mon coude, je vais me pencher en avant pour pouvoir accommoder la courbe de résistance en fonction de ma courbe de force. Vous allez voir ce que ça donne. C'est un mouvement vraiment génial. Si vous ne l'avez jamais testé, je vous le conseille. Ok, next on the list, des élévations latérales pour les petites épaules. Évidemment, comme on est en voyage, je suis parti avec le setup minimum. Enfin, quand je dis minimum, c'est quand même un petit sac comme ça, mais j'ai pas pris les straps pour les poignets, ce qui fait que je suis obligé de me taper des élévations latérales normales, et j'avais un peu espéré trouver une salle dans laquelle il y aurait des straps de poignets, et il n'y en a pas. Il y a des poignets partout, etc. Mais il n'y a pas ça, donc il faut que je fasse avec les moyens du bord. Donc je vais faire des élévations latérales normales, ou alors une deuxième solution, c'est des élévations latérales égyptiennes. Vous savez, les mecs qui construisaient des pyramides sur lesquelles on s'incline. Je vais vous montrer comment ça se fait. Si vous avez du mal à ne pas tricher et à ne pas donner d'élan sur les élévations latérales, notamment à la poulie, ça peut être une très bonne solution. Je vous montre ça. Vous pourrez essayer les deux variantes, comme ça vous me direz. Donc les élévations latérales normales, ce serait ça. Alors juste un peu des élévations comme ça, et les égyptiennes, je vais venir me stabiliser ici sur le stack, passer là, ou une jambe ou les deux, et en fait je pars complètement penché, ce qui fait que j'ai déjà beaucoup de tension, et surtout je vais avoir plus d'amplitude en haut, et le recrutement musculaire est un petit peu différent.
Bon, on enchaîne avec un petit mouvement de tirage, à la fois pour le grand dorsal, l'arrière d'épaule et le trapèze, notamment le trapèze moyen. Et pour ça, je vais mettre au sol avec une poulie basse, celle-ci. Plutôt que de mettre sur une double poulie ou une machine, etc., je préfère, j'ai une bien meilleure sensation d'étirement et de contraction et de contrôle, et surtout d'absence totale de douleur au niveau du coude avec ce genre de setup. Je vous montre comment ça marche. L'autre intérêt de cet exercice quand vous avez un sol rugueux, et c'est le cas aujourd'hui, c'est le seul avantage de cette salle je crois, c'est de pouvoir vous appuyer en fait avec votre genou. Moi je kiffe parce que ça me fait et un appui stable et en même temps ça me permet d'aller étirer mon arrière d'épaule et la longue portion de mon triceps, ça c'est sympa, et d'avoir une bonne sensation de contraction et une bonne sensation d'étirement, ce qui n'est pas le cas de tous les rowing horizontaux clairement. Donc si vous n'avez jamais fait cet exercice, essayez-le, vous penserez à moi, vous verrez. La sensation est vraiment top et la surcharge progressive est très facile du coup parce qu'en unilatéral, il n'y a pas forcément besoin de mettre extrêmement lourd pour pouvoir continuer à progresser. Bon, et dernier exercice de cette séance upper, la dernière de la semaine, des white shrugs, donc des shrugs avec une prise large, plutôt que de prendre la barre ou les haltères plutôt classiquement, c'est comme ça qu'on le voit généralement dans les salles, et les tenir le long du corps. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écarter vos mains sur une barre pour pouvoir respecter l'angle d'insertion des fibres du trapèze supérieur notamment. Et on se rend compte, notamment dans les recherches EMG, que le trapèze il tire pas vraiment vers le haut, mais il tire vers le haut et vers l'intérieur. Donc en fait, en ayant le bras dans ce sens-là, que ce soit avec des poulies en vis-à-vis, ça marcherait très bien ici, mais elles sont prises, ou alors avec une barre en prenant une prise large, et ben vous allez optimiser le recrutement des fibres du trapèze supérieur. En exécution, ça donne ça. Bon, mes soldats, retour du dernier footing de la semaine sous la pluie. Je suis tellement content d'être rentré à Paris. C'est faux, le sud c'était génial, et même si j'ai dû m'entraîner dans des salles pas forcément ouf, notamment Basic Fit, c'était quand même sympa de voir du soleil. Et là, je vous avoue que sortir le Kawaii, même si c'est le Kawaii tout neuf que Gymshark m'a envoyé en plein mois de juillet pour aller faire son footing, c'est clairement pas idyllique comme condition. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et ce coup de projecteur précis et détaillé sur l'ensemble de ma programmation d'entraînement. Vous avez vu comment je fais les choses et surtout pourquoi je fais les choses, parce que je pense vous avoir fourni énormément de détails et de précisions sur le pourquoi du comment, de mes choix stratégiques, de mon split, de ma répartition d'entraînement, de ma sélection des exercices, de l'alternance entre mon entraînement en musculation, en cardio et éventuellement en boxe, parce que éventuellement à la rentrée, je vais pouvoir reprendre davantage la boxe et peut-être diminuer un peu le volume de cardio, maintenant que j'ai atteint un niveau de cardio relativement honorable. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et qu'elle vous aidera à progresser, à atteindre vos objectifs comme il se doit, et je vous vois dans une prochaine vidéo, vous le savez mes soldats, et comme d'habitude, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam!